J'ai beaucoup lu et ça m'aide. J'ai eu des mentors également très bienveillants. Et Aristide Ouattara, qui est l'une des personnes qui m'a le plus positivement influencé d'un point de vue professionnel par son charisme, son leadership, sa façon de me faire confiance. Il y a un deuxième également, El Hadj Malick Gueye, qui est au Sénégal, qui m'a aussi appris la conciliation, cette façon de ne pas forcément être d'accord, mais de dire les choses pour ne pas choquer, frustrer, blesser les gens. Et aussi cette capacité à faire briller l'autre. On éclaire pour que les autres brillent. Et il m'a appris à le faire. Il m'a vraiment appris à mettre l'autre en avant en s'effaçant et en étant capable de regarder, d'observer et puis derrière le rideau, d'applaudir et dire waouh, vas-y, quoi, continue ce que tu fais. Il y a les circonstances de la vie aussi qui sont là pour nous former. Bonjour et bienvenue sur Prince Talk. Je suis Prince Atobla. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Ba Hervé, qui est un expert dans le domaine de la cybersécurité. Ne vous déconnectez pas, soyez confortablement assis parce que vous aurez du contenu inspirant. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur nos différentes plateformes de podcast, sur YouTube, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bonjour Hervé. Bonjour Prince. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi-même? Ça va, merci. Super. C'est un réel plaisir pour moi de te recevoir sur Prince Talk. Plaisir partagé. Tu n'as pas du tout hésité quand tu as été contacté pour être là pour ce tournage. Je t'en remercie infiniment. Merci à toi d'ailleurs d'avoir pensé à moi. Je t'en prie. Juste te présenter un peu le contexte. Prince Talk est un podcast d'inspiration. L'idée, en fait, pour moi, en créant ce podcast, c'était de pouvoir inspirer le maximum de personnes, permettre à ceux qui cherchent leur voie de trouver leur voie, permettre à ceux qui ont besoin de se développer personnellement de s'inspirer du parcours d'autres personnes, et ceux qui également veulent croître d'un point de vue professionnel, avoir peut-être un modèle à qui chercher à ressembler. Voilà. Okay. Ça me va. Je me prête très bien au jeu. J'espère qu'on arrivera à inspirer quelques personnes quand même avec notre parcours. Super, super. Contrairement aux autres épisodes, avec toi, je vais aller dans un autre format. D'accord. C'est-à-dire être dans un mode un peu de question-réponse. Vas-y, pas de problème. Voilà. Parce qu'il y a énormément de choses à savoir de toi que je ne peux pas me permettre de survoler ou de passer un certain nombre de questions. Et vu qu'on a un délai qui est entre 1 et 1h30, si je ne le fais pas ainsi, c'est sûr qu'on fera 3 heures de temps. Parce que je pense qu'on a, énormément de choses à se dire. En effet. D'accord. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et je me prêterai au jeu. Allons-y. Good. Première chose que je veux savoir, c'est quoi ton parcours? Et pourquoi est-ce que tu as choisi d'être un professionnel et un expert aujourd'hui dans la cybersécurité? Mon parcours, il est assez atypique, comme tu peux le savoir déjà. Je fais une série scientifique, donc un bac C au lycée classique d'Abidjan. Mais initialement, je suis passionné de tech, j'aime bricoler, j'aime faire des choses. Et puis, je me retrouve en classe préparatoire commerciale. Donc, dans quelle école? À l'INPHB, à Yamoussoukro. Okay. Et certes, c'est gratifiant de se retrouver dans un tel contexte, pouvoir aussi faire partie d'une certaine élite, parce qu'en même temps, je trouve plaisir à entendre parler d'organisation des entreprises, de comptabilité, de marketing et tout. Ouais. Et là, je commence à me projeter. Je me dis, ah ouais, je peux bien faire tout ça. Et on avait souvent l'habitude de rigoler en disant qu'on espère pouvoir vendre un frigo à un Esquimau et tout ça au pôle Nord, parce qu'on voulait développer quelques aptitudes d'un point de vue commercial. Mais cette passion pour l'informatique demeurait. Donc, j'étais toujours avec mes amis qui, eux, étaient en prépa techno. Je suivais un peu ce qu'ils faisaient en maths. Ils me parlaient de leur prof, M. Safidine, enfin, plein d'anecdotes comme ça. Je me rendais compte que leur cours d'algo n'avait absolument rien à voir avec ce que moi je faisais. Et tout, c'était beaucoup plus poussé. Donc, ça a réveillé en moi un certain nombre de choses, un certain nombre de désirs. J'étais certes passionné, mais je ne me voyais pas forcément en train de faire carrière en IT. Et après, par la force des choses, je me réoriente.
j'aborde un cursus beaucoup plus technique. Pardon, si tu permets, désolé, si tu permets. On va essayer de définir certains termes. D'accord. IT. D'accord. Alors, pour ceux qui nous regardent. Ouais. Voilà, je m'oriente en informatique, un peu plus Information Technologies. Donc, je m'oriente en informatique pour commencer à toucher un peu plus du doigt, en fait, tout ce que je voyais un peu de loin. J'entendais parler de programmes informatiques et tout, mais là, je commence à vraiment toucher ces choses-là dans le quotidien. Et puis, je découvre une communauté aussi sur les réseaux sociaux à l'époque, sur Facebook, qui s'appelait Geek and Nerd de Babi, où il y avait des passionnés d'informatique et tout qui y étaient. Et on commence quand même à se côtoyer, à partager quelques astuces, quelques tips et tout. Et puis, je m'oriente en cabinet d'audit. Donc, j'intègre un cabinet, un des Big Four, où je fais de l'audit informatique après mon diplôme. Et là, je découvre ce monde... Et le diplôme, c'était un diplôme en informatique? C'était un diplôme en informatique. Donc, je découvre ce monde derrière du conseil et de l'audit où on n'est pas chez une seule personne. Constamment, on va pour proposer des solutions, on va pour faire des évaluations de l'environnement. Chez plusieurs clients. Donc, il y a une variété de secteurs et tout. Donc, ça me permet de voir plus large. Ça me permet de me dire que finalement, il y a un univers du possible qui est très large et dans lequel je peux certainement trouver ma voie. Et par la suite, après ce cabinet, je suis un opérateur télécom où je suis en charge de mettre en place le dispositif de gestion des risques informatiques et de contrôle interne. Donc là, on m'affecte également dans mes attributions le contrôle des équipes de cybersécurité. Donc là, je dis, tiens, il n'y a pas que l'aspect opérationnel de l'informatique, mais il y a cette dimension de protection aussi qui existe et pour laquelle je devrais, pour être un bon conseil, avoir une bonne maîtrise et une bonne connaissance de la chose. Et c'est là que vraiment, au-delà du petit bidouillage qu'on faisait sur du hacking, script kidding, aller chercher des scripts sur Internet, voir comment les exécuter, et puis arriver à pirater des sites Internet, casser des mots de passe, John the Ripper, ce genre de choses. Je comprends que désormais, c'est tout un métier qui existe autour de la chose. C'est pas juste de l'amusement, de la passion, mais il y a une véritable industrie autour. Et je me dis, tiens, je vais pousser la chose un peu plus loin, commencer à faire des certifications et tout. Puis j'ai l'opportunité de retourner en cabinet pour piloter une équipe avec des attributions autant en audit qu'en cybersécurité. Je saute sur l'occasion et puis, chemin faisant, je commence à me faire une petite renommée dans le domaine sur la place. Puis voilà, aujourd'hui, ce que c'est, je suis un associé dans un cabinet de conseil en cybersécurité. Et voilà, c'est un peu ça. C'est parti de la passion, des concours de circonstances. Et puis voilà, Dieu aidant, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et qu'il a appelé selon son plan, comme on le dit. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. C'est quoi être associé dans un cabinet de conseil? C'est quoi? Alors, il faut dire qu'en conseil, il y a différents grades. Il y a différents grades, il y a différentes postures qu'on a. Donc, quand on intègre un cabinet, on peut l'intégrer à la sortie de l'école comme un stagiaire, un consultant junior. Ensuite, on fait ses preuves, on devient consultant, senior consultant, manager, senior manager, directeur, associé. Et donc, associé, c'est vraiment le grade qui va gérer une ligne de service, en tant que telle. Donc, moi, dans le cabinet, je m'occupe de toute la dimension cybersécurité. Donc, organiser les offres de services, gérer les profils de carrière des consultants, faire le développement commercial. Donc, qui parle d'offres de services, parle de développement commercial, être aussi le visage du cabinet auprès des clients, être garant de la qualité des livrables que nous produisons, pouvoir signer aussi les rapports, parce qu'on s'engage sur ces aspects-là. Donc, voilà, c'est ce que fait un associé au quotidien dans un cabinet. Je comprends. Pour le profane, parce qu'on entend énormément parler de cybersécurité. En effet. Il y a même des événements autour de la cybersécurité. Pour le profane, c'est quoi la cybersécurité? Pour quelqu'un qui n'est vraiment pas du domaine technique. Alors, pour faire simple, très simple,
c'est tous les moyens que l'on prend pour protéger nos informations en termes de confidentialité. Donc, que ce soit uniquement les personnes qui ont droit d'accès à ces informations qui puissent y accéder. En termes d'intégrité, donc que la modification de l'information ne se fasse que par des personnes habilitées à le faire. Donc, on n'ait pas d'erreur de modification, qu'on n'ait pas de fraude également en termes de manipulation de l'information, puis s'assurer que cette information soit disponible lorsqu'on en a besoin. OK. Voilà, c'est juste ça en fait. On voit aussi parfois cette dimension où quand on parle de cyber, on voit un hacker avec une capuche en train de tapoter sur son clavier et tout ça. Oui, c'est un aspect qu'on peut prendre en compte, mais moi je dirais que ce qui est le plus important, c'est l'ensemble des mesures, des bonnes pratiques que l'utilisateur lambda lui-même également doit pouvoir prendre, mettre un mot de passe fort sur son téléphone, ne pas envoyer des photos compromettantes et tout ça. Tout ceci fait partie intégrante en fait de la cybersécurité. Okay. Donc, c'est tous les moyens qu'on va prendre pour sécuriser nos informations, qu'elles soient personnelles comme professionnelles. OK, good. Non, là, c'est bien compris, là. Aujourd'hui, est-ce que tu penses avoir trouvé ta voie? Et si oui, comment tu l'as trouvée? Alors, est-ce que j'ai trouvé ma voie? Je dirais oui, parce que je suis vraiment épanoui dans ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais. Quand je me réveille le matin, je réfléchis à comment on peut encore améliorer nos offres de services, comment on peut encore toucher une plus grande palette de clients, comment est-ce qu'on peut apporter des solutions qui soient flexibles, adaptées aux réalités de chacune des industries qu'on a à côtoyer. Donc oui, je pense que pour l'heure, j'ai trouvé cette voie et jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, je suis pleinement satisfait. Je l'ai trouvé parce qu'il y a une paix qui s'accompagne à l'exercice de cette fonction, qui accompagne l'exercice de cette fonction, j'ai envie de dire. Donc, tous les jours, on prend plaisir à être auprès de nos clients, mais il y a une chose qui est importante également et qui, moi, me satisfait particulièrement, c'est la possibilité de pouvoir former et accompagner. Okay. Donc, on a des consultants qui sont jeunes, qui sont passionnés. Donc, la possibilité de transmettre quelque chose, de laisser un héritage. Parce qu'un aîné me disait une fois que ce qui est important, ou du moins l'héritage qu'on a, l'industrie ou l'entreprise dans laquelle on exerce, on ne l'hérite pas de nos prédécesseurs, mais on l'emprunte à nos successeurs. Donc, je comprends quelque part que pouvoir laisser intact l'héritage que je leur ai emprunté ou le faire grandir en laissant une entreprise florissante, en laissant des procédures, des politiques, des offres qui sont compétitives et tout ça, ça me passionne. Et ça enrichit, effectivement. Ça enrichit personnellement, mais aussi on voit en face des gens en train de grandir. Donc, faire ça au quotidien, moi, c'est très excitant. Mais c'est mon kiff, quoi. Okay. C'est très excitant. En effet, ouais. Good. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses voir comme défi majeur pour les entreprises, en Afrique surtout, en matière de cybersécurité? Les défis pour les Africains ou les entreprises africaines, il y en a tellement. Mais pour moi, on peut les classer en 3 grandes catégories. Okay. La première, c'est la sensibilisation et la prise de conscience de l'existence de ce risque lié à la cybersécurité en fait, ou de la cybercriminalité. Parce qu'effectivement, si on ne prend pas conscience de l'existence, on n'y va pas. On n'y va pas. Et parfois, on se dit c'est réservé aux plus grands ou nous, on n'est pas concernés, personne ne nous connaît et tout. Et pourtant, on utilise des outils qui nous amènent sur Internet. On fait de la publicité, on parle de nos succès et tout ça. Donc, qui parle de publicité dit aussi cette orientation des regards vers nous. Donc, on n'est plus caché, on n'est plus isolé. Et c'est important pour les entreprises d'être vraiment sensibilisées sur ce risque-là pour comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres. La deuxième chose, c'est de pouvoir s'équiper d'infrastructures qui permettent de sécuriser l'environnement, donc déployer des solutions de sécurité qui, pour moi, représentent certes une partie importante du sujet, mais c'est avant tout le couronnement d'actions, de politiques et de procédures. Parce que quand je comprends que c'est important,
je vais établir des politiques et procédures pour avoir un cadre organisationnel qui me permet par la suite d'aller vers une automatisation ou une gestion via des outils de sécurité qui viendront après. Mais si je n'ai pas déjà cette conscience-là, j'aurai un peu de mal à intégrer la nécessité d'acquérir des outils, d'acquérir des infrastructures et tout. Donc, une fois que j'ai géré cet aspect-là, je dois pouvoir comprendre aussi que si j'ai une porte blindée chez moi, j'ai pris toutes les mesures, j'ai même écrit sur la porte qu'elle doit rester fermée. Ouais. Et puis quelqu'un la maintient ouverte, je n'aurais rien fait. C'est clair. Donc, la formation et la sensibilisation du personnel qui très souvent représente le maillon le plus faible de la chaîne. Ça aussi, c'est important. Donc, avoir des ressources qui sont formées, qui sont alertées par rapport au sujet de la sécurité, c'est important. Donc, voici les défis majeurs pour moi au niveau de l'Afrique. On pourrait parler du taux de pénétration d'Internet, de la digitalisation et tout. Mais avant d'en arriver là, si on prend la peine d'être conscient que ça existe, parce que quelqu'un disait, je pense que c'est Kevin Mitnick qui disait que l'ordinateur le plus sécurisé, c'est un ordinateur éteint, enfoui sous le sol quelque part. Et qui n'est connecté à rien. Donc, on se rend compte que finalement, quand on parle de connectivité, de digitalisation et tout, si on n'est pas conscient du risque, si on n'a pas les infrastructures pour se protéger, si nos collaborateurs ne sont pas suffisamment sensibilisés, ben, on est exposé tout comme ceux qui en sont conscients ou qui s'en foutent carrément. Quoi. Voilà. Et toi, vu que tu es du domaine, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les entreprises, ne serait-ce même que dans les régions que tu gères, sont beaucoup plus informées, sensibilisées, et est-ce qu'elles vont vraiment vers tout ce qui est en lien avec la cybersécurité? Alors, il y a une belle évolution. Okay. Les choses ont vraiment évolué. Tu l'évoquais en début d'entretien. Il y a plein d'événements aujourd'hui où on parle de cybersécurité, des sommets, ça et là. Donc, on en parle beaucoup. Il y a une forte exposition de la thématique. Donc, tout le monde en entend parler. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de cybersécurité. Il peut faire des amalgames, ne pas bien comprendre tous les enjeux, mais on en parle suffisamment. Donc, les entreprises en sont conscientes. Après, c'est comment est-ce qu'elles déploient aujourd'hui cette prise de conscience en mettant en place des politiques, des procédures, en faisant le nécessaire pour minimiser au maximum les risques. C'est là, en fait, le plus gros défi. Mais la conscience, la prise de conscience, elle est là. L'intégration est là. Les plus grandes entreprises, parfois qui appartiennent à des groupes, sont obligées de s'aligner sur les exigences de leur groupe. Au niveau de la fonction publique aussi, on voit de plus en plus cette prise de conscience. Avant, ils étaient ceux qui étaient le plus à la traîne. Parce que c'était compliqué. C'était les plus réfractaires. Mais je pense que les politiques qui sont mises en place au niveau des gouvernants et tout ça, personne ne veut être le dernier de la classe. Vu qu'on publie souvent des classements d'Interpol et tout en matière de maturité cyber. Personne n'a envie d'être le dernier dans sa région. Donc, voilà, on se rend compte qu'il y a des actions politiques qui sont menées aussi, parce que quand le législateur bouge aussi, le marché a quand même tendance aussi à suivre. Donc, on a ces évolutions qui nous permettent de croire en un avenir assez radieux en matière de cybersécurité dans notre région. Parfait, ça c'est bon à savoir. Là, quand on parlait d'entreprise, peut-être qu'on faisait un peu plus focus sur les grandes entreprises. Qu'en est-il des PME qui ont un petit budget? J'imagine les PME sont aussi exposées aux différentes menaces au même titre que les grandes entreprises. Pour le petit budget, comment est-ce que je fais pour me sécuriser, pour éviter d'être une cible potentielle on dira des attaquants? Écoute, à ce niveau, il faut dire que déjà, il y en a pour toutes les bourses. Les solutions qui existent, on a des solutions de sécurité qui sont open source, donc faciles à implémenter, mais également des solutions qui sont pour des petits budgets. Pardon, c'est quoi open source? D'accord, donc c'est des solutions qui sont accessibles, le code de la solution est accessible, on peut customiser la solution à souhait pour répondre en tout cas à nos besoins et tout. Donc aujourd'hui, il y a des solutions de ce type-là qu'on peut
acquérir, modifier et tout ça selon nos besoins. Mais on a aussi des entreprises qui pensent aux PME et qui développent des solutions adaptées à leur réalité. Donc, on ne va pas demander aux PME d'implémenter des usines à gaz avec des solutions qui ne leur servent absolument à rien, mais on tient compte des réalités de ces entreprises-là pour leur proposer des solutions sur mesure. Et même en matière de conseil, je ne ferai pas la même proposition à une multinationale que j'irai faire à une PME, en fait. C'est vraiment pas pareil. On n'est pas sur les mêmes échelles, que ce soit en termes d'effectifs, en termes de chiffre d'affaires, d'infrastructures et tout ça. C'est vraiment pas la même réalité. Donc, il faut adapter les solutions et il faut prendre conscience du fait qu'il existe aujourd'hui des solutions pour toutes les bourses. Autant à la maison, si je veux sécuriser mon téléphone ou tout autre type d'appareil, je ne vais pas aller chercher une solution à 20 000, 30 millions d'euros ou je ne sais pas quoi. Je vais chercher quelque chose qui correspond effectivement à ma réalité. Et en général, j'investis en fonction de l'importance de l'actif que je veux protéger. Donc, si mon actif vaut 200 000, on est d'accord que je vais investir 10 millions pour le protéger, c'est clair. Donc, il y a des solutions qui sont adaptées, qui me permettent de répondre à mes défis, de répondre à ma réalité. Et donc, les PME, je vous invite à vous rapprocher des éditeurs. Vous verrez qu'il existe des solutions qui correspondent à vos besoins, à vos réalités. Et bon, pas besoin de se ruiner. Pour écrire une politique, qu'on soit une grande entreprise, petite entreprise, on peut le faire. C'est clair. Pour acheter un antivirus, grande ou petite entreprise, on peut y aller. Donc, il ne faudrait pas se limiter à la taille, mais aussi, il faut voir loin, parce qu'on est petit aujourd'hui, mais voilà, toutes les grandes entreprises ont été PME un jour. C'est clair. Donc, c'est ça, c'est se projeter suffisamment et se dire qu'il faut qu'on installe les bases pour aller vers une croissance certaine de notre organisation. Et effectivement, comme tu dis, il faut protéger l'actif. C'est vrai que je suis une PME, mais si je ne protège pas le peu que j'ai, comment je fais pour croître? C'est ça, exactement. Si à un moment, je perds toutes les informations que j'avais, c'est difficile en fait de revenir là-dessus. Exactement. Et il y a des solutions cloud pour sauvegarder. Je peux même faire mes sauvegardes sur disque dur. Si c'est le moyen dont je dispose, je n'ai pas besoin forcément d'acheter des racks, des choses comme ça, avoir un serveur de rebond quelque part. Non, je peux faire ma sauvegarde sur un disque dur et puis je mets en place toutes les mesures pour sécuriser cette sauvegarde-là dans un coffre-fort ou tout ce qu'on peut imaginer sur un autre site. Voilà. Donc, on peut, quand on a la volonté de sécuriser, on peut trouver les moyens, peu importe la taille de l'organisation. Parfait. Tu aurais une anecdote à nous partager en lien avec la cybersécurité? Alors, peut-être anecdote, je dirais, souvent quand je dis je fais de la cyber, on me dit souvent, donc tu peux craquer un téléphone, tu peux m'aider à mettre quelqu'un sur écoute. Enfin, je pense qu'on a souvent tendance, quand on parle de cybersécurité, à voir la dimension hacking uniquement. Mais non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On est dans une approche où on doit anticiper. Donc, il faut prévenir le risque, il faut être capable de le détecter. Il faut être capable de résoudre le problème. Et voilà, donc on a énormément de choses qu'on fait. Quand on vous dit qu'on fait de la cyber, on ne fait pas que hacker les téléphones des gens. Pas plus tard qu'avant-hier, quelqu'un me demandait, donc, si j'apprends de la cyber, je peux mettre des gens sur écoute, je peux lire les messages WhatsApp des gens. C'est le volet qui l'intéresse. En fait, je pense que c'est très souvent cette dimension qui intéresse les gens, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Et en vrai, on n'a pas besoin d'être très technique pour pouvoir faire de la cybersécurité. J'aime dire à mes équipes, c'est de la gestion de risques. Si j'ai compris que je gère des risques, après, ce n'est pas forcément moi qui vais développer les solutions, les mesures de sécurité, mais je dois savoir que là, au regard du risque, j'ai un risque sur la confidentialité. Donc, le moyen que je dois prendre, c'est d'empêcher que quelqu'un y accède. Qu'est-ce qu'on prend pour empêcher? Je cherche, je trouve la solution, je mets en place. Donc, c'est avant tout une question de gestion des risques et tout ce qu'on va faire va rentrer dans ce carcan-là, en fait. C'est vraiment gestion des risques. Et quand j'ai compris ça, que ce soit de la cryptographie, que ce soit du hacking, ethical hacking, j'entends. Voilà, hacker éthique pour traduire vraiment. C'est ceux qui font des tests d'intrusion chez les clients pour se mettre dans la peau, en fait, de l'attaquant. Donc, je me mets dans la peau de celui qui vient pour nuire
Et Sans j'essaie, l'aide. voilà, et je vois un peu comment est-ce que les choses peuvent avancer au travers des actions. J'alerte mon client en lui Mhm. disant, j'ai identifié telle ou telle faille dans le dispositif, Mhm. il faut chercher à le corriger. Voilà. Parfait. Parfait. Dis-moi, aujourd'hui, tu as gravi, on va dire, les échelons. Mhm. Tu as certainement un truc, un boost, c'est-à-dire quelque chose qui t'aide, qui t'a aidé au quotidien tout au long du chemin pour que Mhm. tu puisses en arriver là. C'est quoi? C'est une Si. phrase qu'on m'a dite en troisième. Mon OK. directeur en troisième Mhm. m'avait dit, et même ça, je l'ai gardé jusqu'aujourd'hui. Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait jusqu'au bout. Ça, c'est une phrase qui, pour moi, me définit finalement. Mhm. Et j'aime dire aux équipes, la qualité ne se négocie pas. OK. Donc, quand on veut faire une chose, si on estime qu'elle est importante, il faut la faire, mais tellement bien la faire et jusqu'au bout qu'on n'ait rien à redire sur ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Mhm. Et justement, ça, je l'appliquais à un moment à l'extrême, au Mhm. point où j'étais devenu un grand procrastineur parce qu'il OK. fallait que ce soit parfait avant que je ne présente la Mhm. chose. Et puis, j'ai découvert aussi dans mes lectures l'approche Kaizen OK. des Japonais Mhm. avec Toyota et tout ça, où c'est les petits changements qui vont nous Quotidien. permettre au quotidien d'atteindre Mhm. cette amélioration qu'on cherche tant. Mhm. Donc, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait jusqu'au bout, mais en intégrant aussi le fait que il faut s'améliorer quotidiennement. Et un aîné que tu dois certainement connaître aussi, Clément Xi, OK. me disait souvent qu'il ne faut pas dormir avec le même niveau de connaissance que la veille. C'est clair. Donc, il faut toujours apprendre quelque chose de Mhm. nouveau, il faut toujours chercher à se développer. Donc, en voulant bien faire, il faut aussi rajouter voilà, un niveau de connaissance qui va avec les ambitions qu'on a. Mhm. Je pense que moi, je rentre dans ce registre parce qu'aujourd'hui, je dormirai beaucoup plus intelligent que la veille. Dis-moi, quel échec académique ou Mhm. professionnel que tu as eu, qui t'a le plus marqué et que tu es arrivé à transcender? Ouf, faut parler comme les Ivoiriens, les poteaux, on en a connu beaucoup. Mais je pense que celui qui m'a le plus marqué et qui a vraiment défini ma trajectoire pour la suite, c'est mon échec au concours d'entrée en cycle ingénieur en classe prépa. Tu vois. OK. Comment je viens du lycée classique, tout feu, tout flamme, j'avais ma façon de travailler, en fait, à l'INP, on parle de spiriteur, tu Ouais, vois, le gars qui finit d'étudier et puis vient embrouiller tout le monde. c'est clair. Moi, déjà, au lycée, j'étais un spiriteur parce que je suivais très bien les cours et j'arrivais à les comprendre facilement. Il me suffisait d'un ou deux exercices Et d'application, c'était bon. un exercice d'approfondissement et puis c'était bon. Je n'avais pas besoin de faire plus que ça. Mhm. Et quand j'arrive en prépa, je vais appliquer la même méthode. Oh, tu connais, là-bas, C'est ça, c'est exactement. croiseau. Si tu n'as jamais vu l'exercice quelque peux pas. part, tu peux pas. Mais j'ai maintenu cette approche jusqu'au bout en me disant non, mais je suis fort, je vais m'en sortir. Même Mhm. quand je vois que c'est bizarre, je m'entête, mais je continue d'aller spiriter les gens qui bossent alors que Eux, ils bossent. eux, ils bossent. Moi, Ouais. je bosse pas, Mhm. je comprends pas forcément en classe, mais je reste dans mon registre, Mhm. deux exercices et tout ça. Et donc, quand en fin d'année, je ne réussis pas au concours, en fait, pour moi, c'est comme quand je suis devant la liste là, des admis et tout, c'est comme le sol qui s'ouvre Mhm. sous mes pieds. Je dis, mais non, j'ai lu cette liste-là de haut en bas, de bas en haut, de gauche à Combien de droite. fois? Combien de fois? Non, mais je suis resté là pendant 5 à 10 minutes en train de faire ça. Pour trouver le moyen d'injecter ton Non, pour nom. voir quoi. En me disant même peut-être qu'en insistant un peu, Le nom va apparaître. le nom va apparaître. Mais je ne l'ai pas vu. Ça a été un grand camouflet pour moi. Et puis, j'ai compris finalement que toutes ces choses sont de nature à peut-être nous orienter sur le bon chemin. Mhm. Parce que si j'avais réussi, si je m'étais donné les moyens de réussir, c'est mieux de le dire ainsi, si je m'étais donné les moyens de réussir, je serais peut-être un bon marketeur aujourd'hui, mais pas en train de faire ce que je fais aujourd'hui et qui me plaît autant. Donc, cet échec, je l'ai encaissé. J'ai mis du temps
à m'en remettre. Mais une fois que je me suis dit, ben, écoute, il faut y aller, on ne va pas réécrire le livre des lamentations. Bien au contraire, hein, on rentre dans l'exode, en même temps on passe de l'autre bord. C'est clair. Donc, je me suis mis à fond. Et puis, par la grâce de Dieu, je veux dire, parce qu'en même temps aussi, on a quand même sur ce chemin-là fait de belles rencontres, surtout celle avec le Seigneur qui pour moi est un catalyseur, est une expérience qui transcende en fait la connaissance humaine que je peux avoir. Il y a des choses que je peux faire aujourd'hui que je ne serais pas capable d'expliquer à quelqu'un comment ça marche concrètement, mais il y a quelque chose qui est plus grand. Et ça, je pense qu'au-delà du fait de prendre conscience qu'il faut aller de l'avant, je ne sais pas ceux qui suivent ce podcast, c'est quoi leur sensibilité et tout, mais moi, Dieu c'est tout, quoi. Et c'est ce qui me permet aussi de tenir quand c'est chaud, quand c'est compliqué. Voilà. Donc, ça me permet d'introduire une autre question. Si tu devrais te donner un conseil à quelqu'un sur comment surmonter les échecs et comment oser passer à l'action, ce serait quoi? Parce qu'il y a des personnes qui, après un échec, c'est bon. D'accord. Ils ne veulent plus avancer. Je dirais que la meilleure façon d'échouer, c'est de ne pas essayer. Donc, tant qu'on n'essaie plus, on a accepté l'échec, on a accepté de ne pas avancer, on a accepté de stagner. Or, ce qui stagne pourrit. Ce qui stagne, quand on voit les eaux stagnantes, c'est là qu'on va retrouver les asticots, les moustiques et tout. Alors que quand il y a un flot, ça coule. C'est clair. Et ça alimente, ça se renouvelle. Et si on n'est pas dans cette dynamique de renouvellement, d'essai et de se donner la chance d'échouer, franchement, ça peut paraître fou, mais il faut se donner la chance d'échouer pour savoir que ça ne marche pas, en fait. Sinon, on reste dans un rêve qui ne se réalisera jamais. On n'ose pas, on a beaucoup de regrets et puis on est aigri. Non, il ne faut pas penser comme ça. Chaque jour, on a l'occasion d'écrire une partie de notre histoire. Quand je parlais d'amélioration continue, je peux ne pas tout réussir d'un coup, mais en faisant le petit effort aujourd'hui pour que demain soit différent, je me donne les moyens de tendre vers la réussite. Je me donne les moyens de tendre vers l'atteinte de cet objectif que je me suis assigné. Donc, refuser d'avancer, c'est en fait quelque part mourir à soi-même. C'est perdre goût à la vie. Ou je peux décider de ne plus essayer quelque chose parce que j'ai compris que c'est pas pour moi. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la sagesse. Parce qu'il ne faut pas s'entêter aussi. C'est une chose on est convaincu qu'elle ne marchera pas parce que le comble de la bêtise, c'est fait chaque fois la même chose et s'attend à un résultat différent. Mais si je change, si j'ajuste les choses, si je corrige et que je vois une amélioration, ben, je fonce. Donc, pour ceux qui hésitent encore, pour ceux qui ont peur d'échouer, donnez-vous la chance d'échouer, donnez-vous cette chance de pouvoir comprendre et accepter que c'est pas la bonne façon de faire et trouver la façon. Après, on dit quand le plan A échoue, il nous reste encore 25 autres lettres. Et même, on peut, quand on regarde un fichier Excel, il y a AA, AB, AC. Donc, on peut encore prolonger les choses jusqu'à l'infini. On peut aller en hexadécimal. Voilà, on peut aller en hexadécimal si on le souhaite. Donc, voilà, essayons et n'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'échouer et donnons-nous les moyens aussi de réussir. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce niveau-là. En plus de la citation dont tu avais parlé de ton professeur, quelle est la citation qui t'inspire le plus? Je pense que celle-là, c'est celle que j'ai vraiment gardée avec moi. Mais il y a aussi un grand saint que j'aime bien. Saint... Tu me diras pas Saint-Jean-la-Croix? Enfin, j'ai failli dire Saint-Jean-de-la-Croix, mais je me suis dit ça allait faire un peu cliché. Pourquoi? Non, parce que voilà, Saint-Jean-de-la-Croix, pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment le gars qui m'inspire au quotidien et tout ça. Non, mais j'ai plus envie de parler de Thérèse d'Avila. Bon, c'est un peu cliché également parce que c'est une des saintes que j'aime le plus, qui
qui dit que Dieu seul suffit. Ok. Ce qui fait que quand je me retrouve dans des situations où je cogite beaucoup, je me demande toujours, c'est quoi la place de Dieu dans cette histoire, en fait? Donc, Dieu, pour moi, c'est l'indicateur de la nécessité de faire une chose ou pas. Donc, c'est lui seul qui suffit. Même si les choses sont compliquées, même si les choses sont difficiles, même si je semble ne pas avoir de repères, à un moment donné, je me dis, OK, pour l'heure, c'est pas ça, mais Dieu me suffit. Et ça me fait penser à un autre que j'aime bien qui me dit que la récompense de Dieu, c'est Dieu lui-même. Demandez autre chose si vous trouvez mieux. Saint Augustin, qui nous dit simplement la récompense de Dieu, c'est Dieu lui-même. Demandez autre chose si vous trouvez mieux. Et enfin, une dernière qui m'inspire et qui me permet de demander de l'aide quand il le faut, c'est une citation de... comment il s'appelle déjà c'est l'un des derniers, Bernard de Clairvaux. Okay. Bernard de Clairvaux qui dit que celui qui se fait son propre maître se fait le disciple d'un sot. Ok. Ça m'emmenait à cogiter parce qu'avant, je n'aimais pas demander de l'aide. J'aimais faire les choses de moi-même, j'aimais me conduire et tout. Et quand j'étais en train de lire un bouquin et j'ai vu cette citation, celui qui se fait son propre maître se fait le disciple d'un sot, j'ai réalisé ma folie. Je me suis dit, mais waouh, donc pendant tout ce temps-là, j'étais le fou du coin qui se guidait tout seul. Et voilà, et ça m'a permis de m'ouvrir à l'aide, à pouvoir demander de l'aide, à pouvoir faire confiance à des mentors, à faire confiance à des personnes autour pour leur dire, ben, j'ai vu ton parcours, j'ai vu ce que tu as déjà fait. Est-ce que tu peux me permettre de gagner 10 ans? Tu vois, parce que on a parfois envie de tracer notre chemin, mais on oublie que, comme le dit Isaac Newton, je pense bien, ou je ne sais plus si c'est Newton ou si c'est Einstein qui disait « Si j'ai pu voir aussi loin, c'est parce que je suis monté sur des épaules de géants. » Donc, si je peux réaliser des choses aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des devanciers, des personnes qui m'ont inspiré et à qui je suis parti. Ouais, vers qui je suis parti. Et voilà, quoi. Donc, voilà. J'en ai donné tellement des citations parce que au-delà de ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait, qui est vraiment le mantra avec lequel je marche, il y a quelques citations qui me permettent, dans certaines circonstances, de me donner les moyens d'avancer. Parfait. Quel est le succès dont tu es le plus fier? Oh, on va dire que ça, au quotidien, on essaie quand même d'avoir des clients qui sont satisfaits. Moi, il n'y a rien de tel que un DG qui me dit vraiment la mission, elle était top, on a bien apprécié et tout ça. Moi, ça, c'est vraiment ce qui me marque le plus, avoir un client qui est satisfait de la prestation ou un étudiant qui vient te dire, après t'avoir écouté pendant la conférence, je sais maintenant ce que j'ai envie de faire. Ouais. Moi, c'est l'influence qui me satisfait, pouvoir influencer positivement un client en lui trouvant des solutions adéquates à son besoin ou encore aider quelqu'un à trouver sa voie. Ah non, là, quand j'ai ce genre de retour, je saute au plafond, quoi. Je suis très heureux, voilà. En tout cas, on a bien fait de t'inviter parce que c'est ce qui nous motive également. En effet. Influencer positivement, inspirer et tout. J'ai une autre question pour toi. Quelle habitude quotidienne a eu le plus grand impact positif dans ta vie? Prier. Je m'attendais à cette réponse. Non, mais prier parce que... à cette réponse. Tu sais, quand on est en période de crise, quand on se réveille le matin, première chose, mettre RFI, France 24 pour avoir l'actualité du pays avant de sortir. Il y a des périodes comme ça, même à une époque de la vie de notre nation où on ne sortait pas sans écouter les informations, on ne sait pas ce qui nous attend. Alors, pour moi, il est donc important d'avoir les informations du royaume avant de pouvoir sortir. Savoir ce que Dieu dit de la journée, qu'autant on pourrait regarder la météo pour voir comment s'habiller, est-ce qu'il faut prendre un parapluie et tout ça. Pour moi, c'est ça la prière. C'est pouvoir donner l'orientation de la journée, ce qui doit être fait et comment est-ce que cela doit être fait. C'est un peu
obtenir la feuille de route pour la journée. Autant un chauffeur n'irait pas le matin sans prendre son itinéraire de la journée, où est-ce qu'il doit faire ses différents arrêts et tout. Pour moi, c'est ça la prière, en fait. C'est vraiment cette dimension où je vais me connecter à quelque chose de plus grand que moi et qui va m'aider à surmonter les réalités de cette journée-là, en fait. Donc, avoir pleinement les pieds sur la terre, mais la tête aussi et le cœur dans les cieux pour rechercher justement ce qui me permettra d'influencer mon environnement au quotidien, quoi. Donc oui, la prière, pour moi, elle est très importante. Mais de plus en plus, j'ajoute d'autres routines, un peu de sport pour être en bonne santé. C'est important. C'est très important. Faut bien préserver le corps. Voilà, donc un corps sain dans un esprit sain aussi, c'est pas mal. Ou un esprit sain dans un corps sain, ça dépend de l'enveloppe. Mais bon, ça dépend de là où on se place. Exactement. Donc, en fait, pour aller dans le même sens que toi, il y a mon père qui disait que chaque jour a sa couleur. Mais pour savoir la couleur de la journée, il ne faut pas mettre la tête à l'extérieur. Donc, tu rentres en toi-même, donc à travers la prière, et puis tu as la coloration de la journée. Exactement. Qu'est-ce qui t'a beaucoup influencé? Parce que j'imagine, je le vois, parce que je te connais, je t'ai beaucoup côtoyé. Qu'est-ce qui a impacté ton mindset? Est-ce que ce sont des bouquins? Tu as parlé aussi de mentors. Est-ce que ce sont des mentors? Est-ce que c'est l'expérience même de la vie? Un peu de tout. Un peu de tout. Et si tu peux divulguer? Oui, bien sûr, on est là pour partager. Moi, j'ai beaucoup lu. À un moment, j'ai épluché énormément de livres. Souvent, ma femme me dit, mais toi, en fait, ton plus gros patrimoine, finalement, ce sont tes livres, en fait, parce que j'en ai à peu près aujourd'hui 350 ou 400 dans une bibliothèque à la maison. Wow. J'aime beaucoup lire tout ce qui me passe sous la main. Je lis et forcément, ça façonne la façon de penser. Au départ, j'étais beaucoup plus orienté sur les livres spirituels et tout. Après, avec tes publications de livres de développement personnel et tout ça, j'en ai touché également. J'en ai lu pas mal qui m'ont permis aussi de changer ma façon de manager mon leadership, qui pouvait être peut-être un peu rigide à un moment donné, de comprendre les différentes façons de conduire une équipe et tout ça. Donc oui, la lecture pour moi est un élément très important dans le développement d'une personne. Plus on lit, plus notre esprit s'ouvre. Et parfois, même sans avoir besoin de voyager, rien qu'en lisant, on découvre des univers qui peuvent nous paraître inaccessibles. Donc effectivement, j'ai beaucoup lu et ça m'aide. J'ai eu des mentors également très bienveillants. Je peux en citer Aristide Ouattara, que j'ai rencontré chez Deloitte, qui est l'une des personnes qui m'a le plus positivement influencé d'un point de vue professionnel par son charisme, son leadership, sa façon de me faire confiance et de me proposer à un poste de directeur chez Deloitte et tout. Je me suis dit, mais le monsieur, il ne pas trop sur quoi il compte, mais ce qu'il a vu que moi-même, je n'ai pas encore vu, j'aimerais bien le découvrir. Et il y a un deuxième également, El Hadj Malick Gueye, qui est au Sénégal, que j'ai rencontré également chez Deloitte, qui m'a aussi appris la conciliation, cette façon de ne pas forcément être d'accord, mais de dire les choses pour ne pas choquer, frustrer, blesser les gens, trouver le juste milieu dans les propos. C'est vraiment pas manier la langue de bois, mais c'est respecter l'autre. C'est respecter l'autre, c'est parler avec bienveillance et aussi cette capacité à faire briller l'autre. Oui. C'est-à-dire qu'on est clair pour que les autres brillent. Et il m'a appris à le faire. Il m'a vraiment appris à mettre l'autre en avant en s'effaçant et en étant capable de regarder, d'observer et puis derrière le rideau, d'applaudir et dire « Waouh, vas-y, quoi, continue ce que tu fais. Je suis très fier de toi. » Donc, ces deux personnes, moi, m'ont beaucoup influencé dans même ce que je fais aujourd'hui parce que je continue de prendre conseil auprès d'eux, genre de jeûner dans quelques jours avec l'un d'eux pour faire le point, pour voir voici où j'en suis, qu'est-ce que tu en penses. Parce qu'on n'est jamais arrivé, on n'arrivera jamais. Et à chaque fois, on a besoin de retourner vers des personnes à qui on a donné un mandat pour avoir un regard sur ce qu'on est en train d'entreprendre. Et voilà, donc d'un point de vue
mentorat, leadership, ces deux-là, quand même, à date, continuent de m'impressionner, de me former. Et puis, voilà, il y a les circonstances de la vie aussi qui sont là pour nous former. La vie, c'est pour moi une école. C'est une école. On ne finit jamais d'apprendre. Il faut être capable de tirer les leçons de ce qu'on fait. Si on échoue aujourd'hui, il faut ajuster sa façon de faire. Il faut comprendre que rien n'est éternel parce que on perd des proches, on perd des personnes qui nous sont chères. Donc, on comprend en fait la fébrilité aussi de la vie. Donc, on essaie de profiter de chaque instant en faisant les choses comme elles doivent être faites. Donc, moi, ces différentes expériences, qu'elles soient humaines, dans les lectures, en côtoyant les gens, ont carrément changé mon mindset. J'ai compris que on peut faire énormément de choses sans forcément écraser les autres. On peut faire briller le soleil quand il se lève, il brille sur tout le monde. Donc, on peut permettre à tout le monde de briller. Il y a, comment est-ce qu'il s'appelle? J'ai oublié son nom, mais un frère qui parle, qui a un concept numéro 1 dans ton couloir, un truc comme ça. Non, je Ah, d'accord. Donc, chacun de nous peut évoluer dans son couloir et être à la tête quand même de ce qu'il veut faire. Il y a de la place pour tout le monde. On peut aussi être ex-aequo. Oui, on peut être ex-aequo. Ça existe en plus. Ça existe en plus. Donc, on peut, chacun de nous a le moyen de pouvoir briller sans éteindre l'autre. Et moi, dans mes recherches, dans mes lectures, dans les personnes qui m'ont le plus marqué, j'ai vu ça. J'ai vu ces aspects où on a envie d'élever les autres, on a envie de leur permettre de briller. Et j'ai compris aussi que plus on aide, plus on a le temps pour faire d'autres choses. Parce que les gens peuvent poursuivre l'œuvre, en fait. L'œuvre doit nous survivre, en fait. Donc, la vision doit pouvoir dépasser le visionnaire et lui survivre. Donc, c'est ça, il faut des personnes autour qui sont bien formées, qui comprennent les choses et qui nous aident dans cette dynamique-là. Et voilà, lecture, la vie et de bons mentors, ça m'a forgé quand même. Ouais. Parfait. Là, tu as cité 2 mentors. Est-ce que tu pourrais citer 2 ou 3 bouquins que tu recommanderais? Je pense que je vais parler du premier que j'ai acheté avec mon argent. C'est important parce que je le retiens parce que c'était la première fois que j'arrive dans une librairie au-delà de la dimension académique, prendre l'argent avec les parents et tout. Le tout premier que j'ai acheté, c'est La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale. Parce que là, je revenais de mon poteau. Tu vois. Donc, j'ai pris le livre et puis j'ai commencé à le lire. Et ça m'a permis de redécouvrir la foi. La foi. Parce que c'était pas la pensée positive dans le sens où ça va aller, et puis on fait rien. Non. On croit véritablement qu'il y a une entité qui est plus grande, qui est au-dedans de nous et qui nous booste pour qu'on avance. Donc, ça m'a redéfini la foi et ça m'a réappris, en fait, à faire confiance. À faire confiance à Dieu. Parce que c'est pas juste une pensée positive, un peu l'alchimiste, l'univers tout entier. Non, c'est pas ça, en fait. Il y a le volet très spirituel, très transcendantal avec l'être suprême, donc Dieu qui intervient. Donc, ce livre, il m'a fait énormément de bien. Je ne sais plus combien de fois je l'ai lu. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus lu et relu à plusieurs reprises pour à chaque fois trouver des éléments qui pouvaient m'aider dans cette période-là. Donc, il m'a été très utile. Et l'autre, c'est Du temps pour Dieu. Désolé, je ne vais pas parler de livres forcément très techniques sur la cyber et tout ça, mais Du temps pour Dieu, j'ai découvert une citation dedans, ou du moins l'auteur disait que souvent on aime prendre l'argument selon lequel on n'a pas le temps pour prier, mais on n'a pas encore trouvé des personnes qui sont mortes de faim parce qu'elles n'avaient pas le temps de manger. Donc ça veut dire que quand c'est important, on trouve le temps pour le faire. Donc, ce livre aussi a permis justement de pouvoir installer cette routine de la prière au point où, même si je suis trop occupé, je comprends que, voilà, il y a des temps de prière et il y a la vie de prière. Donc, je peux, dans le véhicule, peu importe l'endroit, entre 2 réunions et tout, trouver ce petit moment pour réactiver la connexion.
et puis avancer. Donc voilà, pour citer deux bouquins, je dirais ces deux-là, mais bon, 2 sur 450, je vois que c'est faible pour partager ce qui m'a Mais c'est un bon influencé. début. Mais ouais, c'est déjà un bon début. Pour ceux qui veulent, ils peuvent passer à la maison pour récupérer quelques-uns pour en lire aussi. Il n'y a Parfait. vraiment pas de problème. Parfait. Si tu devais retourner il y a 10 ans et donner un seul conseil à Hervé Bas, ce serait quoi? Accepte l'aide. Accepte l'aide. Accepte l'aide. OK. Il faut que tu acceptes de te faire aider. Il faut que tu acceptes de tendre la main. Parce que je suis convaincu que si dès le départ, j'avais compris l'importance de ce mentorat-là, il y a des choses que je n'aurais pas faites telles que j'ai eu à les faire. Il y a peut-être des décisions que j'aurais prises de manière un peu plus structurée, Un peu plus éclairé. un peu plus éclairée. Ça m'aurait permis de gagner quelques années encore dans ce parcours. Mais je ne regrette rien, en vérité. Je pense que ça aussi, ça me permet de pouvoir parler à des gens sur la base de ce que j'ai vécu et expérimenté. Mais voilà, il faut que Hervé, d'il y a 10 ans, accepte l'aide, qui s'ouvre, qui partage et qui se laisse conduire aussi par des personnes expérimentées, bienveillantes. Merci. Si tu avais un message à partager, à passer plutôt aux personnes qui veulent se lancer dans la cybersécurité, ce serait quoi? Alors, la cyber, c'est accessible à tout le monde. Je veux vraiment insister sur ce point. Ce n'est pas seulement des personnes qui ont fait de l'informatique ou qui sont issues de filières scientifiques et tout. Non, le métier ou l'industrie évolue tellement qu'aujourd'hui, je connais des juristes qui font de la cybersécurité, font de la protection des données à caractère personnel. Donc, il y a cette dimension qui existe. Il faut comprendre que c'est une industrie qui est large et qui offre énormément de possibilités et qui permet de la reconversion. Oui. On peut se reconvertir aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans un secteur qui semble saturé, vous pouvez vous reconvertir dans de la cybersécurité. Vous pouvez réapprendre ou apprendre les bases pour progressivement faire votre petit bonhomme de chemin. N'ayez pas peur de l'écran noir que vous voyez dans les films où on a l'impression qu'il faut être un excellent développeur, codeur pour s'intéresser à l'industrie. Non, moi, j'ai déjà eu à recruter des gens en cybersécurité, vraiment la partie test d'intrusion et tout, qui avaient un background de civilisation britannique. Je n'ai pas dit la fin anglais, il a fait civilisation britannique en fait. Mais très passionné, très bon, il te fait des tests d'intrusion, mais avec des résultats impressionnants. Il s'est reconverti dans le domaine. Je connais des gens qui ont fait de l'audit, du contrôle de gestion et tout ça, qui aujourd'hui font de la cybersécurité, mais sur les aspects de gouvernance, de risque et de compliance. Donc, ils ont compris que ce qu'ils ont comme bagage peut être utilisé aussi dans le cadre de la cybersécurité en rajoutant peut-être une petite couche liée au domaine et tout ça. Donc, pour ceux qui veulent faire de la cyber, foncez. Ne vous limitez pas au fait que ça paraît un peu trop technique. C'est accessible pour tout le monde. Tout le monde peut faire de la cybersécurité aujourd'hui. Trouvez votre créneau, formez-vous et puis voilà, approchez-vous aussi de personnes qui ont un parcours dans le domaine et elles sauront vous orienter. Merci à Hervé. toi, Prince. C'était un réel plaisir en fait de t'avoir sur ce podcast. Merci, plaisir partagé. Hein. Un mot de fin? Oui, merci déjà. Merci de m'avoir invité. Ça fait beaucoup plaisir de pouvoir partager, de pouvoir lever un pan de l'ombre qui peut exister sur ma vie, sur mon parcours. Comme tu le disais, en 1 heure, on ne peut pas tout parcourir, mais en tout cas, j'espère avoir été le plus transparent possible et le plus ouvert, le plus impactant, puisque c'est pour ça qu'on est là. Je t'encourage, hein, franchement, dans cette démarche-là qui permettra à beaucoup d'autres personnes de partager sur leurs expériences et de permettre à des jeunes ou même à des adultes qui sont à la recherche aussi d'inspiration pour une réorientation de leur vie, de trouver leur voie. En tout cas, félicitations hein, et puis longue vie à Prince Talk.
Merci. Merci à toi, mon frère. Vraiment, comme je te disais, je suis très heureux de t'avoir reçu sur ce podcast. Je souhaite te revoir, mais cette fois-ci, on ne parlera certainement pas de cybersécurité. On parlera plutôt de spiritualité. Ah, avec grand plaisir. C'est aussi la sécurité. Ah là, non, mais écoute, comme je le disais, j'avais fait une publication dernièrement où j'ai dit que le premier phishing réussi, c'était dans le jardin d'Éden. Ah non, j'avais pas vu. Ouais, non, j'ai écrit un petit article comme ça là-dessus. Ok, super. Parce que j'avais commencé à faire des analogies entre la Bible et puis la cybersécurité et tout. Donc, effectivement, hein, ce sera avec grand plaisir que je pourrai partager sur la spiritualité. J'avoue, tu connais, moi, je suis un peu dans cette façon de penser des bénédictins, ora et labora, prier, travail. Donc, oui, on prie, on travaille. Donc, si on a parlé de travail et qu'il y a une ouverture pour parler de prière et de spiritualité, ben, tu sais que je vais m'engouffrer dans la brèche. Donc, voilà, c'est quand tu veux et puis on organise tout ça. Ce sera avec grand plaisir. Ça marche. Et dis-nous, ta publication, c'est sur quoi? Sur LinkedIn? Où est-ce qu'on la retrouve? Je l'ai dans mon téléphone, je pense bien. Je l'avais mise sur WhatsApp, je pense bien en statut. Mais j'avais pensé, quelqu'un m'avait dit, il faut que je fasse un recueil de ce genre d'inspiration-là. Je pense, je vais le faire. Je vais le faire et puis... tu pourras me la partager. Oui, bien sûr. Je retrouve ça et puis je te partage ça. Sans ça marche. Okay. Merci. En tout cas, merci beaucoup à toi, Prince, pour l'invitation et puis au plaisir de te retrouver. Au plaisir.